de ces 60 milliards du budget de la PAC, il va à qui? À 20% des agricultrices et des agriculteurs riches. Ah bah c'est étonnant, tiens. Ah bah c'est étonnant. C'est étonnant, hein, tous ces parasites financés par nos impôts, hein. Tous ces parasites qui vivent sur le dos des aides sociales, hein. 80% du financement qui vont aux 20% les plus riches. Le ministère de l'Agriculture soulignait qu'en 30 ans, le revenu net de la branche agricole a baissé de près de 40% en France, en euros constants, 18%. Vous savez, quand il y a des gens qui disent oui, on est en France, quand même, on meurt pas de faim, voilà, on n'est pas non plus, les gens sont pas à la rue comme ça. Bah en fait, si, hein, parce que si ton revenu net il a baissé de 40% et qu'en même temps il y a une inflation générale entre 5 et 10%, et que t'habites dans une région où les services publics se sont raréfiés, bah parce que il y a plus la poste, il y a plus de voies ferrées, il y a plus d'école, il y a que l'école primaire, mais pour faire le collège ou le lycée, t'es obligé de faire 15 km. Ouais, si, en fait, c'est très dur, c'est très compliqué. Enfin, et les mecs, ils ne se sont pas énervés parce que peut-être, effectivement, il y a une retenue, il y a une certaine dignité, hein, du monde paysan. Au bout d'un moment, moi, c'est un dicton que j'aime bien, c'est quand on n'a rien, on n'a plus rien à perdre. Leur grande faiblesse, c'est d'être représenté par un syndicat, somme toute, qui a des intérêts plus personnels que celui du monde agricole, et leur atomisation. Des productions de plus en plus grandes et de moins en moins d'agriculteurs. Donc il y a bien une atomisation du monde rural, du monde agricole. Comme il y a une atomisation du monde ouvrier avec les délocalisations. Il faut aller au-delà des clivages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre en face à face les écolos et les agriculteurs, c'est le meilleur moyen d'empêcher un monde plus sympa d'arriver. Parce que qui met en concurrence les écologistes et les agriculteurs? Bah, ceux qui ont intérêt à ce que les écologistes et les agriculteurs restent en concurrence. Le jour où les écolos et les agriculteurs se mettront ensemble dans une vision politique de la société, il y en a qui vont commencer à vraiment serrer les dents. Là, on a le témoignage d'un agriculteur qui a de la bouteille. Oui, exactement. Ils sont là depuis jeudi 16h. Il y a des céréaliers, il y a des éleveurs aussi. On continue de leur donner la parole pour comprendre un peu leur état d'esprit. Je suis avec toutes les générations. André, plusieurs décennies d'agriculture au compteur, et Jade qui va débuter. André, d'abord, avant de parler de votre quotidien, d'abord cette réunion dans un petit peu moins de 2 heures. Gabriel Attal, la FNSEA, qu'est-ce que vous en attendez? Pas grand-chose. La FNSEA, les syndicats traditionnels, une fois de plus, ils vont se mettre à plat devant le ministre. On va nous faire quelques annonces pour calmer la colère, mais la colère, elle ne s'arrêtera pas. Parce que le mal, il est profond. On assiste. Mais là, la question qui serait intéressante, c'est de se demander pourquoi les syndicats se mettent à plat devant le ministre alors qu'ils sont censés représenter les problèmes de la base, en fait. Une fois encore, et là j'y reviens souvent parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur, c'est la loi des reins de l'oligarchie de Robert Michels, qui explique que quand il y a un parti politique ou un syndicat qui se forme, les gens qui sont amenés à négocier avec les dominants, avec le pouvoir, ils finissent, au lieu de porter l'état d'esprit de la base vers les institutions pour leur dire pourquoi ça va pas et pourquoi il faut changer, et ben ils finissent, alors peut-être qu'au début ils s'accordent sur l'essentiel et du coup ils arrivent à avoir quelque chose. Mais du coup, il y a une entente qui se crée entre les syndicats ou les représentants de partis et le pouvoir. Et cette espèce d'entente cordiale, elle finit par créer une espèce de mimétisme de la part des syndicats qui finissent par adopter le comportement des gens au pouvoir plutôt que de continuer à garder leur comportement qui était celui de la base, qui était celui de représentants de la base. Et donc c'est ce que Robert Michels appelle la loi des reins de l'oligarchie. J'avais fait une vidéo dessus sur la chaîne principale, je vous mettrai le lien en haut là si vous voulez aller la voir. Mais il explique en gros que à force de développer ses compétences de représentant de tout ça, et ben on finit par se détacher de ce qui faisait la base. Et donc par exemple si vous êtes un représentant dans n'importe quel et on va voir après d'ailleurs ce que ça donne, cette loi des reins de l'oligarchie quand elle commence à se fendiller, eh bien vous finissez par ne plus avoir d'intérêt par rapport à votre base, mais plutôt des intérêts par rapport à votre poste de représentant, qui est plus proche au niveau du statut social d'un homme à l'échelon, enfin d'un homme ou d'une femme à arriver à un échelon social plus élevé que ceux que vous représentez, et du coup vous vous détachez et vous n'avez plus la culture de ceux que vous représentez et vous finissez par essayer de négocier la volonté du pouvoir avec votre base plutôt que de négocier la volonté de votre base avec le pouvoir.
Je sais pas si je suis clair, mais enfin, il y a la vidéo, je vous laisserai la regarder si vous êtes intéressé par le concept. À la mort du petit soldat, on est en train de finir de tuer nos jeunes. Nous, on a une région ici, l'Occitanie, qui est une des plus belles régions de France, je me dirais du monde, où on aurait pu avoir à l'époque axé l'agriculture sur des valeurs de production finie, alimenter les grandes villes contre Toulouse et tout. On a choisi de faire une politique industrielle qu'il ne fallait pas faire. On nous a fait faire un peu n'importe quoi. Et maintenant, les jeunes ils sont dans des situations qui sont vraiment incontournables et puis irréversibles. C'est que justement, les jeunes, André, il y en a beaucoup sur ce point de blocage. Vous leur dites quoi? Vous les encouragez, vous, à faire ce métier? Vous noterez que la jeunesse, c'est pas que dans l'agriculture qu'elle galère. Je sais pas pour vous, mais moi là, j'ai dépassé la trentaine. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je travaille et j'ai à peine accédé à la propriété cette année. Et encore, c'est passé à pas grand-chose, quoi, parce que les taux d'intérêt, à quelques mois près, on n'y avait pas accès. Et pour vous dire que au même âge, c'est-à-dire à 32 ans, mes parents, ça faisait déjà 6 ans qu'ils avaient construit et ils ont remboursé en 16 ans. C'est-à-dire que eux, ils ont fini de rembourser leur maison quand ils avaient 40, enfin leur bien immobilier, leur bien principal, ils ont fini de le rembourser quand ils avaient 42, 43 ans. Donc c'était il y a presque 20 ans. Moi là, si je suis j'aurais fini de payer quand mes enfants pourront aller à l'université. Donc je vous laisse deviner l'âge que j'aurai. Enfin, il y a un décalage entre le moment où vous pouvez accéder et le moment où vous finissez par payer. Il y a un décalage de quasiment 15 ou 20 ans par rapport à la génération précédente. Et pourtant, on n'est pas moins riche, mais il y a une espèce de resserrement de l'économie qu'on peut expliquer par plein de facteurs, mais qui finit par se ressentir. Et là, il parle des jeunes dans l'agriculture, mais je pense que c'est les jeunes en général. Si vous venez pas d'une famille qui a une épargne solide ou qui a des patrimoines solides, c'est très 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 difficile de se lancer, quoi. C'est très difficile d'accéder à la propriété. Si vous leur dites, non, c'est compliqué. Si ça monte, c'est fini. C'est le chaos, c'est le désert. S'il reste pas ces jeunes, si on ne sauve pas ces jeunes, la France elle est foutue, la France agricole elle est foutue. L'avenir c'est eux. Un pays sans paysans, c'est plus un pays. On va faire quoi? Un pays de bureaucrates, de fonctionnaires. On paie quoi tous les jours? On fabrique quoi tous les jours? On vit de quoi tous les jours? On mange quoi tous les jours? Regardez la production agricole. L'agriculture française, c'est un symbole de quoi? De responsabilité. Et de moins en moins d'agriculteurs, de plus en plus de production. Et de qualité, excusez-moi de vous le dire, de qualité. La France agricole, la grande France, quand vous faites le tour de la France, c'est le plus beau pays du monde. Avec ses productions, ses régions, on est en train de laisser tomber tout ça. Au détriment de quoi? D'une Europe bureaucrate, fonctionnalisée au maximum. Avec des gens qui, au niveau de la PAC, bouffent 60% du budget agricole. Et les agriculteurs, il leur reste des miettes pour arriver à survivre. Et demain, s'il n'y a plus ces jeunes-là, ce sera un pays qui sera où il n'y a plus d'agriculteurs, il y aura des ours et des écologistes. Il a pas tort. Quand tu arrives à des niveaux institutionnels énormes comme l'Europe, tu arrives à une bureaucratie énorme. C'était Weber qui disait qu'aussi le développement industriel d'un pays et son essor technologique, son essor industriel, devait finir par amener à une bureaucratisation presque étouffante, parce que il fallait tout gérer à tous les niveaux de la société, au niveau municipal, régional, national, et puis après des tas de ministères, des tas de préfectures, enfin bref, la bureaucratie, elle finissait presque par étouffer l'action sur le terrain, parce que trop de normes, trop de règles contraignantes qui se chevauchent les unes les autres à différents échelons, ça peut créer une espèce de paralysie de l'action. Justement, on est avec Jade. Toi, quand tu vois les difficultés que rencontrent tes aînés, est-ce que tu as toujours envie de faire ce métier? Bien sûr, oui. Il faut s'entraider. Ils sont là pour nous aider. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, si on ne reprend pas le flambeau, ça va s'éteindre. Et je pense qu'en France, tout le monde a besoin de nous. Et c'est nous qui faisons manger la population. C'est dingue à dire, mais c'est grâce à nous qu'on vit, quoi. Merci. Il faut se rendre compte que c'est très souvent les métiers les plus difficiles, que ce soit l'agriculture, mais aussi le soin, les éboueurs, les profs, qui sont toujours les métiers les moins bien rémunérés. Mais j'ai une théorie là-dessus. Qui s'appelle la théorie de l'exclusivité, et que un même métier entre l'usage public qu'il en est fait et l'usage privé, un même métier, tu as des différences importantes, notamment liées à l'exclusivité. Mais ça, j'en parlerai une prochaine fois. Alors là, oui, avant de continuer, je veux que vous voyez ce vent légendaire de notre méprisant de la République. Vous n'avez pas de difficultés particulières aujourd'hui? C'est un petit peu tendu, mais je dirais que on a la chance d'avoir des projets qui sont attractifs pour les gens.
Du fumier et de la paille poussés sur les voies par un tracteur en gare d'Agen. Circulation totalement interrompue entre Bordeaux et Toulouse jusqu'à nouvel ordre. Les passagers doivent prendre leur mal en patience. À Perpignan aussi, les agriculteurs se sont installés toute la journée sur l'autoroute. Ce soir, le mouvement de colère se durcit. Et aujourd'hui, on est à 2 agriculteurs par jour qui se suicident. Symboliquement, nous avons pendu des combinaisons avec de la paille dedans sur le pont de l'autoroute. Nous en sommes déjà à 9. Cet après-midi à 14h, on en rajoutera une autre, ça fera une 10e. Ça veut dire que depuis 5 jours que nous sommes sur le blocage, on a perdu 10 membres de notre famille et on a laissé 10 familles dans le deuil. Le ministère C'est un truc de fou quand même. de l'Agriculture soulignait qu'en 30 ans, le revenu net de la branche agricole a baissé de près de 40% en France, en euros constants, 18%. Vous savez, quand il y a des gens qui disent oui, on est en France, quand même, on meurt pas de faim, voilà, on n'est pas non plus, les gens sont pas à la rue comme ça. Bah en fait, si, hein, parce que si ton revenu net il a baissé de 40% et qu'en même temps il y a une inflation générale entre 5 et 10%, et que t'habites dans une région où les services publics se sont raréfiés, bah parce que il y a plus la poste, il y a plus de voies ferrées, il y a plus d'école, il y a que l'école primaire, mais pour faire le collège ou le lycée, t'es obligé de faire 15 km. Ouais, si, en fait, c'est très dur. C'est très compliqué. Enfin, et les mecs, ils ne se sont pas énervés parce que peut-être, effectivement, il y a une retenue, il y a une certaine dignité, hein, du monde paysan. Au bout d'un moment, moi, c'est un dicton que j'aime bien, c'est quand on n'a rien, on n'a plus rien à perdre. Leur grande faiblesse, c'est d'être représenté par un syndicat, somme toute, qui a des intérêts plus personnels que celui du monde agricole, et leur atomisation. Des productions de plus en plus grandes et de moins en moins d'agriculteurs. Donc il y a bien une atomisation du monde rural, du monde agricole. Comme il y a une atomisation du monde ouvrier avec les délocalisations. S'est étendu à 200 km Ça, c'est intéressant. Perpignan. Une centaine d'entre eux ont tenté. Là, quand on voit l'image comme ça, on pourrait se dire ah, c'est des putains d'écolos bobos là qui bloquent encore la route, qui font chier et tout machin. Bah non, là c'est des agriculteurs. Et c'est ça qui aussi faut se prendre en compte, hein. La colère des agriculteurs, elle est légitime, mais on voit quand même la différence qu'il y a de traitement de la part du pouvoir entre des agriculteurs qui sont notamment en partie représentés par des syndicats puissants et des militants écologistes qui vont faire exactement la même chose pour dénoncer par exemple des accords de libre-échange qui sont honteux et qui peuvent mettre en danger le monde agricole. Mais comme c'est des écolos bobos de centre-ville qui se font livrer Uber Eats par des migrants, forcément ces gens-là ils sont illégitimes. Par contre, quand c'est des agriculteurs qui font direct, qui font exactement le même mode d'action, c'est légitime. On a fait chier les écolos en disant ouais, c'est pas en jetant de la peinture sur les œuvres d'art que votre message va passer. Mais quand les agriculteurs ils balancent du fumier dans une préfecture, le message il passe mieux. Ou qu'il y a un bâtiment qui est soufflé par une explosion, le message il passe mieux. Enfin, je veux dire, en fait, honnête, il y a un 2 poids 2 mesures à ce niveau-là, et c'est pas mal de le reconnaître, quoi. Comme il y a un 2 poids 2 mesures sur plein de sujets. Mais au bout d'un moment, faut être un peu grand, faut être un peu mature dans sa tête, faut se rendre compte qu'il y a des enjeux de classe, il y a des enjeux de société, et qu'en fonction de qui manifeste sa colère, eh ben, il y a une réaction du pouvoir qui est pas la même. Et il y a une réaction du pouvoir et de l'opinion publique qui n'est pas la même, en fonction de qui manifeste. Alors que les deux manifestants sont légitimes à exprimer leur manifestation. C'est ça qui est important de se rendre compte aussi. Quelle autoroute? Qu'est-ce que vous demandiez aujourd'hui? Que ça bouge. Gérald Darmanin a assuré cet après-midi que l'autoroute A64 ne serait pas évacuée pour le moment. Autre sujet d'exaspération, les normes. Rappelons que quand il y a eu les grèves des raffineurs ou tout ça, les mecs ils ont été réquisitionnés pour aller bosser. Ils ont été réquisitionnés. On a envoyé les flics chez eux pour leur dire dans un pays vous allez faire le droit de grève, mais vous n'avez pas le droit parce que sinon on n'a plus de carburant, on n'a plus de raffinerie. Pourquoi ils vont pas réquisitionner des gens pour aller travailler dans les champs là pour assurer la production, pour livrer la production? Non, là ça marche pas. Pourquoi? C'est quoi la différence en fait? Elle est où la différence? C'est important de se rendre compte de ce genre de situation. C'est très important, c'est très sain pour l'esprit de s'en rendre compte, parce que du coup on voit quels sont les enjeux, et on voit du coup à partir de quel angle, de quel point de vue sociétal on peut se mettre pour se dire où peuvent se créer les alliances et où peuvent se créer les brèches.
normes imposées par Bruxelles, notamment dans le pacte vert pour favoriser la transition écologique qui fixe des objectifs pour la réduction de l'usage des pesticides, développement de l'agriculture biologique ou encore la protection de la biodiversité. C'est pareil, la réduction des pesticides. Combien de fois ça a été décalé, l'interdiction du glyphosate? Combien de fois? Enfin, en fait, au bout d'un moment, vous pouvez pas dire on se donne des objectifs de réduction des pesticides et en même temps on allonge la durée de temps d'utilisation des pesticides. Enfin, à un moment, il y a une volonté politique. Hein, quand le mec il nous dit, le président Macron, il nous dit que je serai intransigeant sur la réforme des retraites. Pourquoi tu t'intéresses à ça et que t'es pas aussi intransigeant sur d'autres sujets? Au bout d'un moment, c'est politique. Et quand on a des décisions politiques qui vont dans un sens plutôt que dans un autre, il y a un camp politique qui s'appelle comme ça. C'est par exemple les camps conservateurs, les camps réactionnaires sur certaines questions. Parfois, c'est les camps progressistes. Mais je suis désolé de dire on va faire la réforme des retraites et on va envoyer les CRS sur ceux qui sont pas d'accord et que par contre, on demande aux agriculteurs de réduire les pesticides, mais en même temps, on allonge la durée de vie du glyphosate. C'est un non-sens. Et c'est une volonté politique. C'est une volonté politique conservatrice et autoritaire. Une contradiction qui me paraît énorme. C'est 80% de ces 60 milliards du budget de la PAC, il va à qui? À 20% des agricultrices et des agriculteurs riches. Ah bah c'est étonnant, tiens. Ah bah c'est étonnant. C'est étonnant, hein, tous ces parasites financés par nos impôts, hein. Tous ces parasites qui vivent sur le dos des aides sociales, hein. 80% du financement qui vont aux 20% les plus riches. Moi j'appelle ça des parasites, hein. Ouais, je dis faudrait peut-être s'en débarrasser, hein. Faudrait peut-être les renvoyer dans leur pays d'origine. Ah non, c'est des Français bien de chez nous. Non mince, il y a des Français blancs bien de chez nous qui détournent des aides collectives à leur profit. C'est étonnant ça quand même. Ça me rappelle un dossier de chez Anticor sur la Corse. La PAC, donc l'aide européenne à l'agriculture, qui avait été accordée à la Corse, elle était à une hauteur de 36 millions d'euros, je crois, à une époque. Et ça avait fait un petit peu tilter l'association anticorruption, parce qu'en fait, il s'avérait que les terres, enfin l'ensemble des hectares déclarés pour avoir ces aides, ça concernait l'ensemble du territoire corse. C'est-à-dire qu'il y avait des aides qui avaient été accordées pour des hectares sur lesquels il ne pouvait avoir ni pâturage, ni élevage, ni agriculture. Donc en fait, la Corse a reçu des aides pour des terrains qui sont incultivables. Moi j'appelle ça du détournement, mais après, on n'a peut-être pas, si on n'utilise pas les mêmes vocabulaires, on va peut-être avoir du mal à communiquer là-dessus. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut dire que c'est la France, on peut dire que c'est machin, mais si cet argent qui est censé aller à des agriculteurs pour les aider à se développer, il est donné à des agriculteurs fantômes, ben ça veut dire que là, les gens qui manifestent, s'ils peuvent pas payer leur crédit, s'ils peuvent pas vendre leur production, ou si ils peuvent pas vivre dignement de leur travail, c'est peut-être parce que en fait, sur les 36 millions qui ont été en Corse, ben il y en a peut-être, je sais pas, 10 millions qui auraient pu aller à plusieurs milliers d'agriculteurs dans la métropole ou dans les outre-mer. Mais non, c'est aller à la Corse, pour des champs remplis de cailloux. Donc au bout d'un moment, on peut très bien se demander, oui, on met trop d'argent pour les migrants, on met trop d'argent pour les écoles, on met trop d'argent, mais à un moment donné, si on veut assainir les comptes, ben, il va falloir faire le ménage un peu partout. Et il va falloir y aller franco, parce que sinon on va pas y arriver en fait. Et il va falloir dénoncer ce qu'il faut dénoncer, il va falloir sanctionner ce qu'il faut sanctionner, et puis il va falloir redistribuer à qui il faut redistribuer, proprement. Mais ça, c'est une volonté politique. Et donc pas ceux qui sont en train de mener la transition écologique de l'agriculture. Ce que je note toutefois, c'est quand même un gouvernement et pour autant deux poids, deux mesures. Quand nous avons des actions qui sont bien moins violentes, on est traité directement d'éco-terrorisme. Quand là, on rappelle quand même que hier à Carcassonne, il y a un bâtiment qui a été soufflé par une explosion, un bâtiment public, une agence de l'environnement qui a été... On peut être critiquable envers ces positions, mais là, sur ce sujet-là, qui est de dire il y a un deux poids deux mesures entre le traitement qu'on va faire contre des militants à Sainte-Soline, contre les méga-bassines, et le traitement qu'on réserve à des agriculteurs qui sont légitimement en colère, mais qui bloquent des voies entières de communication, qui dégradent des bâtiments publics auxquels ils ont participé par l'impôt aussi, et qui saccagent des lieux et qui notamment ont fait souffler cette explosion,
ce bâtiment près de Carcassonne, il y a un 2 poids 2 mesures. À Sainte-Soline, ils se sont fait charger LBD et du coup ils ont répliqué en brûlant des bagnoles de flics. Parce que voilà, on pourrait presque se dire que c'est un partout balle au centre. Mais là, quand c'est des agriculteurs, il n'y a pas un envoi de la police. Parce qu'ils savent très bien que l'opinion publique ne le supporterait pas. Il y a encore une opinion publique qui est contre les écologistes, alors qu'en fait, au fin fond de l'histoire, si on veut vraiment améliorer la vie de tout le monde, on pourrait le faire main dans la main entre l'idéologie écologiste et la volonté d'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des agriculteurs. Mais pour ça, il faudrait mettre un plan national dans lequel tout le monde se retrouverait, écolo et agriculteurs. C'est pas le cas, c'est pas encore le cas. Il y a personne qui incarne ça, il y a aucun programme qui incarne ça pour l'instant, même chez les écolos d'ailleurs. C'est étonnant que les écolos se soient pas plus emparés de ça, de cette question qui est centrale. Ouais, peut-être qu'effectivement, ils sont encore trop dans les villes. C'est un reproche qu'on peut leur faire, je pense. Donc voilà, ça c'était pour cette partie-là. Oui, vous voyez la fameuse loi des reins d'oligarchie qui se fendit. Bah voilà, on a un exemple ici. Vendu. Cette semaine à Toulouse, le responsable régional de la FNSEA, premier syndicat agricole du pays, a été copieusement hué par sa base après avoir appelé les manifestants à rentrer chez eux calmement. C'est quoi le message que tu fais passer quand des gens qui sont en colère, qui en ont marre et qui justement ont abandonné leur poste parce que ils veulent que vous compreniez qu'ils en ont marre, tu leur dis rentrez chez vous calmement. Mais en fait, c'est pas tes gosses, c'est pas des gosses, Et en fait, cette réaction-là par rapport à cette déclaration-là, mais ça s'entend dans beaucoup de situations sociales, ça s'entend dans beaucoup de manifestations sociales. Oui, il y a une colère, et en gros, les mecs qui sont censés vous représenter, ils vous disent c'est bon, calmez-vous, on gère. Mais ferme-le là, en fait. Si tu gérais, on serait pas là. Donc, si tu devais vraiment faire ton taf, on n'aurait pas besoin de sortir et venir te bouger l'arrière-train. Donc voilà, c'est aussi ça un peu la forme de déconnexion qui existe entre des représentants de la base qui perdent la culture qu'ils ont avec la base à force de s'acoquiner avec les représentants du pouvoir. La loi des reins de l'oligarchie de Robert Michels, qui est l'un des concepts politiques que je préfère. Et ben voilà, évidemment, un drame est survenu assez rapidement. Alors, l'enquête dira si l'acte était volontaire ou non, mais... À 5h40 en Ariège, du côté de Pamiers, un véhicule aurait foncé sur le mur de paille érigé par les agriculteurs sur cette nationale 20 et cette voiture a blessé donc très grièvement 2 personnes et vous disiez un homme était en arrêt cardio-respiratoire, il serait donc mort. Ce sont des informations qui ont été données en premier lieu par le président de la fédération, la FDSEA d'Ariège et relayées par nos confrères de France 3 Occitanie. Ici, le leader du mouvement, Jérôme Bail, me disait que l'un des blessés serait une fillette de 12 ans. Voilà ce que l'on sait. Voilà. Alors, moi-même, qui ne suis pas quelqu'un, connais plus que ça le monde agricole. Comme je m'intéresse à l'histoire sociale, comme je m'intéresse au fonctionnement des sociétés, comment s'organise une société, comment est-ce qu'on en est arrivé là, etc. L'évolution du comportement d'une société et de ses membres. Il y a un documentaire qui a été passé sur France 3 l'année dernière qui était excellent, certainement l'un des documentaires les plus complets et les plus intéressants que j'ai pu voir concernant l'histoire de France à travers l'histoire du monde agricole. C'est comme la plupart d'entre vous, j'ai des grands-parents et surtout des arrière-grands-parents qui étaient d'un côté ouvriers et de l'autre agriculteurs. Et donc, des familles de 13 personnes, c'était quelque chose de relativement commun. Et là, le reportage dont je vous parle, et là, le documentaire dont je vous parle, ça s'appelle « Nous paysans ». Diffusé sur France 2 est un documentaire sur l'histoire d'une incroyable épopée, celle des paysans français qui, en à peine un siècle, ont vu leur monde profondément bouleversé. Et c'est super intéressant parce que, par exemple, à un moment, actuellement, on parle de la mondialisation et des accords de libre-échange, mais déjà, avant la Première Guerre mondiale, il y avait des échanges entre des viticulteurs espagnols qui exportaient vers la France, et ils exportaient à très bas prix, et du coup, les viticulteurs français se retrouvaient avec des surproductions qu'ils n'arrivaient pas à écouler, parce que c'était beaucoup plus cher que le vin espagnol. Et ça a créé des manifestations de la part des viticulteurs sur tout le territoire, et il y a eu des échauffourées avec la police et il y a eu des morts. Donc pour vous dire que
ce qui apparaît aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est des choses qu'il y a eu tout au long de l'histoire, et on voit du coup comment le monde paysan, surtout à partir des années 50-60, a dû s'adapter à un mode de production extrêmement productiviste, avec des hectares qui ont augmenté, parce que les intrants, les machines qui permettaient d'exploiter de plus grandes surfaces avec moins d'individus, et donc au lieu de familles de 10-15 personnes pour s'occuper de l'ensemble de la ferme, tu te retrouvais avec des familles de 4-5 personnes, de 2 générations seulement, d'une génération seulement d'écart, et avec beaucoup de machines, beaucoup de terrains, beaucoup de produits, et des productions énormes qui étaient achetées, c'est-à-dire que dans les années 50-60, l'État achetait à très bon prix la plupart des productions. Donc les mecs, plus ils avaient de terrain et plus ils devenaient riches. Seulement, plus ils avaient de terrain, plus ils devenaient riches, plus ils investissaient dans les machines et les produits, et puis quand les coûts ont commencé à baisser, ils se sont retrouvés avec des hectares, des machines à entretenir, à assurer, et puis des rendements qui, même s'ils étaient toujours aussi gros, ils finissaient par baisser le prix parce qu'ils étaient mis en concurrence avec d'autres pays de l'Union européenne, avec d'autres pays à travers le monde, etc. Donc c'est à partir vraiment des années 80-90 que ça a commencé à puer sévère pour le monde paysan. Et aujourd'hui, on en a encore un résultat. Donc il n'y a pas le documentaire en entier, c'est dommage parce que c'est vraiment l'un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vu. Mais il y a des extraits, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez y accéder. Donc voilà, en plus de tout ça, donc voilà, si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des petites choses quand même, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la faire connaître autour de vous, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à vous informer davantage sur ces sujets. Je sais qu'on n'a pas tous le temps de lire, d'approfondir nos connaissances à travers des vidéos, des conférences, des bouquins, mais vraiment, si un sujet vous intéresse et si vraiment vous voulez avoir un regard éclairé sur la situation, il faut vous intéresser à ces sujets-là. Je veux dire, moi par exemple, il m'a fallu tout ce que j'ai appris là ces dernières années, c'est à travers ma lecture, c'est à travers mes rencontres et c'est à travers ce que j'ai pu trouver sur les réseaux. C'est le quotidien, il est fait de sorte à ce que vous ayez peu de temps libre. Et sur ce peu de temps libre que vous n'avez pas envie de vous intéresser à des sujets aussi complexes que l'évolution du monde agricole en France sur un siècle et sur pourquoi aujourd'hui les agriculteurs ne s'en sortent pas alors que c'est l'un des métiers les plus essentiels de la société. Eh bien, ça demande du temps, ça demande de l'investissement personnel dans la recherche, dans la lecture, dans les rencontres, les échanges, et puis ça demande des efforts. Donc je serai jamais un grand athlète, je serai jamais un grand artiste, je serai jamais un grand acteur, je serai jamais un grand auteur non plus, visiblement, mais je pourrais me dire que ce que je pense d'événements qui vont peut-être marquer l'histoire, j'ai la liberté de les penser vraiment par moi-même et de ne pas me laisser endormir par tout ce qu'on peut nous donner, tout ce qu'on veut bien donner comme information. Il faut aller au-delà des clivages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre en face à face les écolos et les agriculteurs, c'est le meilleur moyen d'empêcher un monde plus sympa d'arriver. Parce que qui met en concurrence les écologistes et les agriculteurs? Ceux qui ont intérêt à ce que les écologistes et les agriculteurs restent en concurrence. Le jour où les écolos et les agriculteurs se mettront ensemble dans une vision politique de la société, il y en a qui vont commencer à vraiment serrer les dents. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salutations.